On est, je sais plus quel jour on est. Il est 11h, donc pour une fois je commence ma journée un peu tard. Mais on est clairement sur la fin du festival. Ça souffle, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup moins de gens dans les projections. Tout le monde commence un peu à abandonner. Hier soir, c'était la soirée de clôture de la semaine de la critique. C'est toujours une des meilleures soirées du festival parce que c'est là qu'il y a tous les journalistes. Donc c'est là qu'on peut vraiment voir tous nos potes, y compris ceux qu'on n'a pas trop eu le temps de voir pendant le festival. C'est aussi plus décontracté généralement que beaucoup de soirées dans lesquelles on va voir beaucoup de starlets, d'influenceurs, etc. C'était très très cool. Et le problème majeur, c'est que mon appartement est situé à quelques mètres du Vertigo, qui est un des clubs très prisés pendant le festival de Cannes. Et donc évidemment, en rentrant de la soirée, on s'est dit pourquoi pas faire un petit arrêt au Vertigo. Je vous laisse deviner comment ça s'est fini et à quelle heure. Du coup, ce matin, c'est un peu dur, mais on survit. Dans 2 jours, le festival est terminé et honnêtement, même si je suis épuisée, je suis déjà un peu triste à l'idée que ça se termine. Je sais que je vais avoir une grosse descente en rentrant chez moi parce que c'est l'adrénaline la plus folle qu'on vit tous les ans, donc je vais essayer d'en profiter jusqu'au bout. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 6 de Anaïs se fait des films, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du Festival de Cannes. Après 10 jours de folie, de projections, de fêtes, de stress, de cafés gratuits et de nuits trop courtes, le festival touche à sa fin puisque ce soir c'est la cérémonie de clôture. Les derniers jours à Cannes sont toujours un peu à part, alors qu'on était en pleine ébullition depuis une semaine. D'un coup, les salles de projection commencent à se vider, les restos aussi. On culpabilise de moins en moins d'annuler des projos pour pouvoir dormir un peu plus. On se dit ouais, c'est bon, il passera bien au cinéma un jour. Et quand on y va, au projo, on est de plus en plus YOLO. Il y en a qui se ramènent avec une canette de Red Bull planquée dans leur sac, d'autres avec des Scooby-Doo pour s'occuper avant que le film ne commence. Perso, j'ai même retiré mes chaussures pendant une projection qui durait presque 3 heures, une fois les lumières éteintes, je vous rassure. Cette année, à cause du vent, du stress et sans doute de la surexposition au grand écran, il y a aussi une épidémie d'infections oculaires qui touche la Croisette, à tel point que les pharmacies sont en rupture de stock de collyre. Si, je vous jure. Ne me demandez pas comment je le sais. Bref, on est tous un peu cracra, littéralement, on n'a plus de vêtements propres. Et on roule sur notre dernière réserve, mais même si l'énergie est en berne, la qualité des films, elle, ne l'est pas du tout. Au contraire, ces derniers jours, j'ai eu de vrais, gros, immenses coups de cœur, que je vais vous détailler dans cet épisode. Dans quelques minutes, vous pourrez entendre mon interview avec Vicky Krieps et Anna Cazenave-Cambé, l'actrice et la réalisatrice de Love Me Tender, dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Vous trouverez aussi un extrait de mon interview avec Nadav Lapid, le réalisateur de Yes, sur lequel j'ai écrit un article que vous pouvez retrouver sur slate.fr. On parlera aussi du monde merveilleux des soirées cannoises et des secrets que renferment les carnets de notes des journalistes. Mais avant ça, il faut que je vous parle du plus beau film de la compète. Je vous l'avais déjà dit, tous les ans, il m'arrive de voir au moins un film à Cannes qui va complètement me bouleverser, un film que je trouve parfait et qui me donne envie de crier, comme tous les relous devant la salle de Bussy, « Ça y est, on tient la Palme d'Or ». J'ai attendu longtemps cette année pour en trouver un, mais ça y est, c'est enfin arrivé. Jeudi matin, l'avant-dernier jour de la compétition, j'ai vu mon plus gros coup de cœur du festival. Ce film, c'est Sentimental Value de Joachim Trier, le réalisateur d'Oslo 31 août ou Julie en 12 chapitres. J'avais pas des attentes particulièrement élevées parce que ça fait quelques temps que je suis un peu déçue par la filmographie de Joachim Trier. J'avais trouvé Julie en 12 chapitres assez empoulée et je crois même que quand Sentimental Value a été annoncé dans la sélection officielle, j'ai levé les yeux au ciel, comme quoi. Ce film, qui changera sans doute de titre dans quelques semaines, c'est une chronique familiale sur la relation entre un père cinéaste et ses 2 filles. L'une qui est comédienne et qui semble un peu perdue dans la vie, et l'autre qui est universitaire et qui a l'air beaucoup plus stable et entre guillemets rangée, avec un mari et un enfant. Et ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que justement Joachim Trier délaisse le côté un peu ostentatoire de ses derniers films pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple uniquement en apparence, parce qu'en fait ce qui réussit, c'est pas simple du tout. Mais c'est un film qui m'a paru plus humble dans la mise en scène, moins chichiteux. Je pense que c'est peut-être le plus grand film de Joachim Trier. Ouh là là, attention, on sort les grands mots. Dans ce film Sentimental Value, il y a pas mal de stars, notamment Stellan Skarsgård qui joue le père, Renate Reinsve qui avait été révélée par Julie en 12 chapitres et dont la popularité a explosé depuis, et là donc qui joue la fille qui est comédienne. Il y a aussi Elle Fanning,
Et ce qui est fou, c'est que Joachim Trier filme ses stars comme si elles n'étaient pas des stars, sans sentimentalisme justement, et vraiment l'absence totale de prétention avec laquelle il filme ses acteurs est vraiment remarquable. Et je pense que c'est évidemment un discours sur son propre cinéma, puisque le personnage du père, c'est un réalisateur qui lui aussi essaye dans le film de trouver son chemin vers un cinéma un peu plus vrai, qui se rend compte qu'il se cache parfois derrière certains artifices. Et je pense que c'est vraiment pas un hasard que Joachim Trier ait écrit cette histoire de cette manière. Et ça se ressent totalement dans sa mise en scène, qui paraît peut-être plus simple, mais qui pour moi est beaucoup plus assurée justement. Parfois, quand un film regorge d'artifices, d'effets de style, on peut avoir l'impression que c'est justement un manque d'assurance, une envie de faire ses preuves. Alors que là, il y a une épure qui me paraît en fait extrêmement assurée. En fait, c'est un film très délicat, très très drôle aussi, et très fin psychologiquement. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment difficile de créer des personnages assez complexes et multidimensionnels pour qu'ils puissent ressembler à des vraies personnes. Et c'est encore plus compliqué quand ces personnages sont incarnés par des stars très reconnaissables. Moi, j'ai oublié que je regardais Renate Reinsve, que je regardais Stellan Skarsgård. Parfois, on aime un film parce qu'il nous extirpe complètement de la réalité et qu'il nous emmène dans un autre univers. Et parfois, on aime un film parce qu'il paraît aussi vrai que la vie. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour moi devant ce film. C'est un récit dans lequel il n'y a pas d'épiphanie magique qui vient tout régler, un moment qui débloque tout. Au contraire, il y a du doute, il y a des personnages qui commettent plein d'erreurs, des progrès mais qui sont lents et compliqués. Bref, c'est comme dans la vie. Ça parle de filiation, de santé mentale, de communication, de créativité, de famille, de trouver sa place dans le monde. C'est tellement doux et triste et beau que j'avais envie de faire un câlin à ce film. Et c'est vraiment d'une grande poésie. Dès la séquence d'ouverture, en fait, j'ai été prise par l'émotion tellement je trouvais ça beau. C'est un montage avec une voix off qui nous raconte l'histoire de la maison familiale dans laquelle une grosse partie du récit va se dérouler. Et on nous dit que l'héroïne s'est toujours demandé si sa maison avait des sentiments, si les murs étaient chatouilleux, si la maison avait mal quand on renversait un verre par terre, par exemple, ou quand les gens se disputaient entre ces murs. Oh là là, et c'est tellement poétique. Ça m'a rappelé la manière dont le héros personnifie ses objets dans Chungking Express de Wong Kar-wai. J'ai fini la séance en larmes. Je pleurais encore quand les lumières se sont rallumées à la fin du générique et j'ai encore envie de pleurer en vous en reparlant. C'est un film qui m'a donné envie d'appeler mes parents aussi. Bref, c'est vraiment une merveille et j'ai très très hâte que vous puissiez vous aussi le découvrir. Avant de passer à la suite, savez-vous ce qui se trouve dans un carnet de critique ciné ? J'avoue que j'y réfléchis jamais trop, mais l'autre jour, j'étais en train de relire mes notes à côté d'une amie qui a explosé de rire en voyant l'état de mon carnet. En fait, je prends des notes devant tous les films que je vois parce que la quantité est tellement énorme en période de festival que sans ça, je serais incapable de me souvenir de tout. Là, concrètement, j'ai vu une 40aine de films en 2-3 semaines et j'ai pris des notes devant chacun d'entre eux pour ne rien oublier. Alors, chacun a sa technique. Je sais qu'il y a aussi des gens qui ne prennent pas de notes devant les films, qui n'aiment pas du tout ça. Moi, personnellement, je vais souvent noter le premier et le dernier plan du film. Mais je vais aussi noter des images que je veux pas oublier, des répliques qui me marquent, des questions que je me pose et que j'aimerais poser à l'artiste si je faisais une interview plus tard. Bon, après, la méthode a ses limites parce que j'écris dans le noir, donc sans voir ce que j'écris. Ce qui veut dire que assez souvent, je suis complètement incapable de me relire. Parfois, j'écris sur une page sur laquelle j'avais déjà écrit sans m'en rendre compte. Donc là, on a un truc encore plus indéchiffrable. Et quand j'essaie de décrypter cette pierre de Rosette un peu spéciale a posteriori, c'est vrai que ça peut être assez marrant. Par exemple, là, si je regarde tout ce que j'ai écrit depuis le début du festival, il y a pas mal d'observations assez cruciales comme « bite sur le front », n'importe quoi. Alors ça, c'est sûr que c'était Mission Impossible 8. J'ai aussi écrit « ça se prend tellement au sérieux, on dirait BHL ». Désolé à lui. Expérimental dans le meilleur sens du terme. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais je pense que c'était sur le film de Kristen Stewart que j'ai écrit ça. Chiant. Ça, c'était Eddington. Tu sais que t'es fatigué quand tu regardes un film sur la terreur soviétique et que tu te dis « ça me rappelle Cannes ». Parfois, c'est des phrases, parfois, c'est des petits détails de décor, de son, de musique. Ça peut être Fiona Apple, bruit de mouche, bouteille de vin dans le bidet. Bref, comme vous le voyez, mes notes sont à peu près aussi brillantes et bien rangées que l'intérieur de mon cerveau. Je vous le disais dans l'épisode précédent, un de mes plus gros coups de cœur à Cannes cette année, c'est le sublime film Love Me Tender d'Anna Cazenave-Cambé, dans lequel Vicky Krieps joue une mère célibataire qui perd la garde de son enfant lorsqu'elle annonce à son ex-mari qu'elle a désormais des relations avec des femmes.
Le film m'a bouleversée et j'ai eu l'impression de découvrir une histoire qui avait jamais été racontée, ce qui est rare au cinéma. Une histoire très intime, mais aussi très politique. Et j'ai eu la chance d'en parler avec Vicky Krieps et Anna Cazenave-Cambé. Anna Cazenave-Cambé, c'est uniquement son deuxième long métrage. Le premier, c'était De l'or pour les chiens. Et Vicky Krieps, c'est une actrice germano-luxembourgeoise qui a été révélée par Phantom Thread de Paul Thomas Anderson et qui a depuis joué dans des films que j'adore comme Corsage ou Bergman Island. Elles sont toutes les deux passionnantes et l'histoire du film a clairement eu un retentissement très personnel pour elles deux. Je vous laisse écouter notre rencontre. Vicky, j'ai cru comprendre que vous veniez de voir le film pour la première fois. Ouais. C'était comment ? Bouleversant. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire ? C'était l'écriture. D'abord, j'ai lu le scénario et après le livre. Mais dès la première phrase, il y avait une droiture, une sincérité, une vérité dans les mots. Dans les mots et aussi la voix d'une femme qui réfléchit sur c'est quoi être une femme, être une mère d'une manière aussi honnête que je l'ai tout de suite ressenti. C'était comme si c'était ce que j'avais ressenti quand j'ai eu des enfants, mais j'avais pas le droit de le dire. Et vous, Anna, qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire ? Pourquoi vous avez eu envie d'adapter ce livre ? Je crois que c'est parce que c'était une voix que j'avais jamais entendue, que c'était la possibilité de reposer, ou si ce n'est même de poser des questions sur cette identité de mère, sur le prix à payer pour être une femme libre, en fait. Moi, j'étais jeune maman quand j'ai découvert le livre, bien avant de l'adapter. Et il y a quelque chose qui résonnait très fort en moi, de quelque chose qui se disait pour la première fois. En tout cas, qui venait oser briser des espèces de morceaux de glace qu'on n'a pas le droit de franchir en tant que maman, en tant que femme déjà, et peut-être plus encore en tant que mère. J'ai mené une vie de jeune femme, je crois, la plus libre possible. Et quand j'ai eu un enfant, j'ai eu l'impression que tout se refermait autour de moi. Que d'un coup, dès la maternité, en fait, j'étais replongée dans un monde de femmes et de femmes hétéros. Et de femmes hétéros qui me reparlaient de mon genre éternellement. Et j'étais perdue avec ça dans mon identité les premiers mois, je pense. Et voilà, je pense que le livre a ouvert un truc comme ça pour moi. Très intime, en fait. Le film fait ça aussi. Moi, j'ai eu l'impression de voir une vision assez unique sur la maternité et aussi de voir une histoire de lesbienne alors qu'on en voit encore très peu au cinéma. Est-ce que vous aviez l'impression, ou en tout cas conscience, d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice aussi sur la représentation de ce que peut être une femme queer, mère, artiste, etc. Quand on m'a proposé d'adapter le livre, je me suis tout de suite posé la question de comment j'allais faire pour essayer, en effet, de continuer à bâtir un nouveau regard de cinéma. Moi, je suis toujours un peu agacée quand on parle de cinéma de femmes et même presque de cinéma lesbien. J'ai toujours travaillé sur le genre et sur l'identité sexuelle dès mes courts-métrages parce que c'est ce que je suis, parce que c'est comme ça que je traverse le monde. Mais quand j'adapte ce livre, je me dis qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut raconter de la sexualité. Je sais qu'avec Vicky, par exemple, on se disait souvent, je lui disais, moi, je veux beaucoup filmer les mains. Je veux qu'il se passe quelque chose de très érotique, de très sensible par les mains. Et voilà, on s'est posé la question comme ça d'inventer ce rapport au corps, enfin, en tout cas de venir le retravailler. Moi, je me suis sentie souvent heurtée par des films d'hommes qui se permettaient de regarder cette sexualité entre femmes. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir cet espace pour le faire, comme d'autres femmes avant moi. Évidemment, on est une lignée, mais on a tellement de mal à avoir notre place que c'était une joie d'adapter ce livre pour ça. Vicky, comment est-ce que vous avez préparé le rôle ? Ce qui fait que je vais vers un projet ou un rôle, c'est j'ai une intuition que j'ai plus dans le ventre que dans la tête. Et c'est comme si j'avais un rendez-vous avec moi et je sais que je dois y aller. Je prends le rendez-vous et c'est ça le plus important. C'est plus important que la préparation. La préparation aussi est importante. Mais par exemple, le premier jour, on s'est vu, on n'avait pas encore commencé à tourner. On a fait les voix off. Et là, hier, j'étais vraiment bouleversée. Je trouvais, en tout cas, j'avais l'impression que il y avait dans ma voix ou même façon de parler quelque chose de très proche du film, du texte, je sais pas. Et ça veut dire ça, c'est qu'on s'est vu, je portais déjà en moi cette chose. Et je crois souvent, on fait la faute de faire l'inverse et de pas le sentir. Et alors on se prépare beaucoup pour construire quelque chose qui n'est pas là. Alors qu'on peut pas vraiment, you cannot fake it. Mais ça veut aussi dire que ça va faire mal. Parce que si c'est vraiment là, ça veut dire que je peux pas me détourner ni du personnage, ni de l'histoire, ni du sujet une seconde. Je rentre à la maison et je dors avec ça et je reviens avec ça au plateau.
je mange avec ça, je fais l'amour avec ça. Ça vient dans tous mes rapports humains que j'ai, moi, Vicky, pendant le tournage. Et je peux pas autrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, je me demande est-ce que je devrais être acteur ou pas. Et je me dis, ça doit être super de juste fabriquer. J'ai l'impression que vous avez une affinité pour des rôles qui sont très intenses, mais assez silencieux, avec des personnages qui vont contenir beaucoup leurs émotions à l'intérieur. Est-ce que c'est une préférence qui est consciente ? Mais je crois que ça aussi, c'est une émancipation de moi ou une émancipation des femmes, parce qu'on ne doit pas tout montrer. Et je pense qu'avant, on pensait qu'on devait tout montrer encore plus pour prouver qu'on a une raison d'être. En fait, on peut très bien, comme un homme ou comme un cowboy, rien montrer. Et laisser aux spectateurs de voir et de comprendre, et aussi prendre le risque de pas être aimé. C'est souvent des personnages qui prennent le risque de se tromper. Mais ça, c'est marrant parce que dès l'écriture, c'est une question. C'est-à-dire, alors moi, j'ai une tendance à écrire des personnages taiseux. J'avais l'impression avec ce film d'avoir écrit beaucoup de dialogues. Alors que, bon, tout le monde me dit tout va bien. On n'est vraiment pas sur un film ultra bavard, mais en fait, écrire un personnage de femme qui témoigne pas d'une façon volubile de ce qui la traverse, ça pose problème à tout un tas de personnes dès les financements, en fait. On me disait, mais qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'on va voir ce qu'elle ressent? Est-ce qu'on va pouvoir être en empathie avec le personnage? Et je disais, mais donc il faut que j'écrive qu'elle pleure tout le temps, il faut que j'écrive qu'elle hurle sa douleur, je sais que j'avais lu un article où Virginie Despentes disait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, où elle disait les femmes au cinéma, quand elles se font violer, il faut que derrière, elles soient sous la douche, tout habillées, ou qu'elles courent nues dans la rue. Et il y a comme ça tout un tas de schémas que le cinéma a inventé. Et il a été fabriqué longtemps par les hommes. Et donc, on a inventé des images de comment les femmes sont censées réagir à certaines situations. Et ça, c'est des réflexes qu'on a même en étant vigilante à l'écriture. C'est-à-dire, d'un coup, de dire, comment elle est supposée réagir? Oui, est-ce que c'est les larmes? Est-ce qu'elle prend soin de l'autre? Mais enfin, quand on est dans la vie, on voit bien qu'on est toutes différentes et qu'on réagit toutes différemment à tout un tas de situations. Et sur l'écriture de Clémence, c'était une vraie question. Où est-ce qu'on met les curseurs de ce qu'elle peut s'autoriser à laisser voir? C'est un film qui va vraiment crescendo dans l'intensité. D'ailleurs, moi, je prenais des notes au début du film et puis à un moment, j'ai arrêté parce que j'étais tellement happée que j'ai oublié que je faisais mon travail. Et c'est vrai que même s'il n'y a pas forcément de violence physique, c'est violent à regarder. Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été plus difficiles émotionnellement à tourner ? Ça, c'est peut-être Vicky qui peut répondre, mais oui, on a eu on a tourné de façon pas chronologique, et notamment à un moment, on a tourné tous les pôles médiation. Ça, c'était dur, oui. Toutes les rencontres avec l'enfant. Ouais. Parce que tous les scènes, même rentrer, écouter le psychiatre, c'était très, très douloureux. Même moi, en regardant, j'avais envie de hurler, mais fais quelque chose, mais je sais pas quoi, mais tape quelqu'un ou cours, mais elle peut pas. Et je me souviens, moi, je me suis jamais posé la question parce qu'en tant que personnage, c'est très clair qu'il faut pas bouger parce que sinon, elle perd tout. C'était vraiment suffocant mais encore une fois, c'est vrai que beaucoup de mes personnages ont ça et je crois que c'est une force des femmes d'avoir une force qui doit pas toujours aller dans une colère ou devenir une activité, mais qui peut quand même rester et être très très fort. She's not sorry for herself, you know. Ça fait mal, mais je pense pas qu'elle est en train de dire « Oh, pauvre moi, je peux pas bouger ». Non, elle bouge pas parce qu'elle veut pas bouger. Alerte spoiler, c'est le moment d'avancer de 15 secondes si vous ne voulez pas en savoir trop sur une scène qui arrive plutôt vers la fin du film. Il y a ce moment, quand j'en parle avec d'autres personnes qui ont vu le film, je crois qu'on a tous été un peu terrassés quand la voix off dit « J'ai fait le deuil de mon fils ». Ça aussi, ça doit être intense de jouer une femme qui accepte de perdre le lien qu'elle a avec son enfant. Oui, mais c'est libérateur parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est tout ce qui est avant, c'est de penser que moi, il me faut juste une pensée, c'est que là, il y a un enfant et peut-être je vais pas voir cet enfant. Et ça pendant 1 an, pendant 2 ans. Et que cet enfant va grandir et que la prochaine fois que je le vois, il aurait... Ça, c'est le pire. Le deuil, en fait, c'est... Elle quitte la souffrance ou ce qui l'étouffe. En fait, les voix off, on les a faites en amont du tournage. Donc, on a traversé comme ça toute l'histoire en une après-midi. Et arrivé à cette dernière voix off que je savais être la dernière voix off et elle était à sa place déjà dans le scénario qui est la place du film. On a fait une passe
Et après, c'est marrant parce que ça m'émeut encore. Je pense que je suis très fatiguée. Mais je lui dis, on va faire la même chose avec énormément de lumière. On va faire la même chose en se disant qu'en effet, c'est une libération. Et que c'est très heureux. Et plus tard, on tourne la scène. On a ce soleil fabuleux. Cette espèce de rue comme ça, baignée d'un soleil de feu. Et tout fait sens. Il y a quelque chose... Moi, je l'ai toujours vu comme une victoire. Alors oui, c'est terrible, mais il y a quelque chose d'une extrême confiance dans la vie, en fait, tournée vers la vie. Oui, c'est vrai que c'est subversif aussi. Ah, ça nous a mis certaines financiers, ça a été dur. Mais je comprends, je comprends qu'il y ait beaucoup de parents qui puissent pas se formuler ça. Je l'entends vraiment. C'est vrai que c'est subversif, je crois. Mais c'est ça, cette honnêteté en fait, qui venait me sauver moi aussi, parce que j'étais maman 2 fois. Et j'ai fait mon travail en même temps et je me suis séparée. Et j'étais élevée par des parents qui m'ont appris, le plus important, c'est d'être honnête. Ou dans l'église, ou dans l'école, ou n'importe où, on nous apprend qu'il faut être quelqu'un de droit et d'honnête et tout. Et je suis devenue maman et ça commençait déjà, que ça semblait pas être le cas. Et puis j'ai quitté le père de mes enfants parce que je l'aimais pas et je disais, mais c'est ça le plus honnête. Il faut que je fasse ça pour mes enfants. Non. Il fallait tenir le coup, et comment je peux faire ça, et pour les enfants, je peux pas le faire, et j'aurais dû continuer quoi, un mensonge, un truc, mais c'est pas pour les enfants. Que je devrais faire de la télé allemande, parce que ça se tourne quand même à Berlin, à côté de l'école, et du coup, je pourrais aller les chercher après l'école et tout. Moi, j'ai trouvé ça très violent, parce que j'avais personne, c'était pas comme si quelqu'un de concret me parlait, c'était plusieurs gens. J'ai pas raté 1 minute de mère. J'ai juste fait aussi d'autres choses avec mon temps, que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, qu'il fallait être honnête, vivre sa vie, et justement pour mes enfants, pour leur montrer, regardez, c'est comme ça être honnête, c'est faire les choses dans lesquelles on croit, donc c'est pour ça que je fais des films comme celui-là qui se tourne pas à Berlin, etc. Et j'étais vraiment choquée par la violence que je ressentais des profs à l'école, de mon ex, des gens autour, des voisins. Mais je pense que ce que tu dis là, c'est aussi un endroit de rencontre avec le film, là où on se connecte aussi au film en tant que parent et aussi en tant que femme. Et sur le plateau, c'est-à-dire que moi, en tant que femme, Vicky, en tant que mère, les techniciennes, maman ou pas maman, on a eu des tonnes de conversations sur qu'est-ce qu'il fallait faire de notre carrière. Est-ce qu'on avait le droit d'avoir une ambition ? Est-ce qu'on avait le droit de sacrifier des années ? Moi, j'ai fait mon premier long métrage, j'avais un bébé de 8 mois et demi. Mon chef opérateur, c'est mon compagnon, c'est le papa. On a pris l'enfant à 8 mois et demi, on l'a donné à mes parents et on a disparu des semaines. Et c'était ce qu'il fallait faire. Je venais de faire 10 ans d'études pour faire ce film. C'était ce qu'il fallait faire. Il y avait quelque chose en moi de très aligné sur le fait que c'était mon métier. Tout autour me rappeler que j'étais quand même en train de faire quelque chose d'un peu grave, d'un peu étonnant, mais tu es sûr que c'est ça. Moi, c'est une conversation que j'ai encore avec des techniciennes de cinéma qui me disent j'ai très peur d'avoir un enfant parce que je peux pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête, on va pas me rappeler derrière. Et d'ailleurs, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est ça le problème. Notamment les chefs opératrices qui disent oui, mais en fait, notre carrière démarre, on a 27, 30 ans. Si on fait un bébé là, est-ce qu'on va nous rappeler derrière ? Il y a quand même quelque chose de structurel sur le fait que la société est organisée de sorte à ne pas nous laisser être et mère et dans une carrière. Oui, parce qu'on pense que l'amour, apparemment, j'ai une fois fait des voix off, j'ai dû aller à Bruxelles. Ouais. Et il y a mon collègue qui travaille plus que moi, qui a des enfants du même âge. Il me voit, il dit Vicky, t'es là, mais c'est pas trop dur. Je dis quoi? Oui, mais t'as pas un petit bébé et tout, il est où? Je dis il est avec le papa. Il est pas avec toi? Non. C'est pas bien, hein. Il le dit comme ça. Et je dis, quoi? Oui, tu sais, l'amour d'une mère est pas remplaçable. Et il me donnait l'impression que mon enfant allait être taré, oui. brisé, criminel, je sais pas quoi, parce que il était pas avec moi. Et c'est cette idée-là qui est oppressante, parce que tu rentres, même si tu es fort comme nous et tu dis, non, après je rentre chez moi et dans mon lit, je suis en train de dire, putain, est-ce que, et je me fais des soucis quand même. À la fin de cet épisode, je vous raconterai la projo la plus folle que j'ai vécue cette année, mais avant ça, je voulais mentionner un autre gros coup de cœur. C'est un film qui sera sans doute controversé, qu'on pourrait sans doute qualifier de film choc.
Ça s'appelle Yes et c'est signé Nadav Lapid. Nadav Lapid, c'est un cinéaste israélien qui est très critique envers Israël et qui explore dans tous ses films son rapport pour le moins compliqué à son propre pays. C'est aussi lui qui a réalisé Synonyme et Le Genou d'Aed. Et là, je dois dire que c'est assez magistral. Ça parle d'un musicien qui, après le 7 octobre 2023, accepte de travailler sur un nouvel hymne israélien, qui est clairement un hymne de vengeance, et donc qui accepte de se ranger du côté de la propagande israélienne. Et donc le yes, le oui du titre, fait référence à la résignation de cet artiste. C'est un film qui s'intéresse à la question de l'engagement politique des artistes dans un contexte comme celui de la guerre à Gaza. C'est très fort, c'est très brutal, malaisant. Nadav Lapid, c'est quelqu'un qui a toujours eu un style très abrasif. Et là, on peut dire que c'est aussi le cas. Le premier tiers en met plein la tête, c'est une débauche de sons et d'images. En fait, c'est un film qui contient 1000 idées à la minute. Et plus le film avançait, plus j'étais impressionnée par la capacité du réalisateur à créer une œuvre aussi puissante et aussi inventive à partir d'une actualité qui est quand même très récente et qui est toujours en cours et qui touche directement sa propre identité en tant qu'Israélien, en tant que cinéaste, en tant que contestataire. Et j'ai eu la chance de parler de tout ça avec Nadav Lapid. Si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai écrit un article sur la manière dont la guerre à Gaza était présente dans plusieurs films du festival cette année. Vous pouvez le retrouver sur slate.fr et dedans, vous trouverez beaucoup plus de citations de Nadav Lapid. Mais en attendant, je vous laisse écouter ses réponses. Votre film parle d'un musicien qui accepte de se ranger du côté de la propagande. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la trajectoire de ce personnage ? Je pense que sur un niveau de base, ça m'a permis de poser des questions sur le rôle de l'artiste au moment où son pays est en train d'exécuter le pire. Mais sur le rôle de l'artiste de nos jours, parce qu'on connaît tous ces artistes héroïques qui disaient non à l'état de la faiblesse des artistes face au pouvoir, face au fric, face à la belle vie à laquelle ils veulent, parfois d'une manière désolante, faire partie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait peur dans le fait de faire ce film ou de le montrer à Cannes ? 30 000 choses. Ce film a été tourné en pleine guerre, qui continue toujours d'ailleurs. Les missiles sont tombés autour de nous. Et on a vu la fumée qui montait de Gaza et notre bande sonore était remplie d'explosions. On a tourné une scène de couple 600 mètres de Gaza et on a fait un panoramique du couple. On a vu les néants, on a vu la mort. C'est un peu étrange d'avoir peur, vu tout ça, quoi. Je veux dire, peut-être c'est normal, évidemment, t'as peur d'être mal compris, et t'as peur et t'as peur que les gens pensent que... Mais finalement, c'est étrange de faire un film sur un tsunami et d'avoir peur de la mise en scène. Dans le dossier de presse, vous disiez aussi que vous aviez beaucoup de techniciens qui n'avaient pas voulu travailler sur le film ou qui avaient abandonné en cours de route. Pourquoi ? Pas que des techniciens, aussi des acteurs. Pour moi, c'était un exemple à la dégradation du pays. Et je pense que le pays a changé. Je pense que soit les gens avaient peur, et c'est fou que quelqu'un doit avoir peur qu'un chef maquillage doit se dire que s'il va mettre du rouge à lèvres sur, je sais pas, l'actrice dans un film à moi, il va avoir des ennuis ou des problèmes. Donc je pense que c'était soit des gens comme ça, soit des gens qui se sont tellement adhérés à la folie collective du pays que pour eux, un film qui dit une autre chose est une menace et un danger. Le phénomène était vraiment fou, quoi. Des techniciens à l'infini, des phrases pompeuses, deuxième assistante réelle qui me dit que jamais elle pourrait se regarder dans le miroir s'il participe dans un film à moi. Directrice de prod qui me dit que c'est la fin des films anti-zionistes en Israël et qu'elle veut me rappeler qu'elle est officière à l'armée ou un truc comme ça. Et des acteurs qui viennent de passer un essai, qui ont tout donné pour avoir les rôles, qui sont très contents de l'avoir et que 2 semaines plus tard, on reçoit un coup de fil de leur agent qui décide d'abandonner. Quand on a tourné ce film, moi j'avais l'impression de tourner au pays de l'ennemi, qui est aussi le mien. Party on! Party on, oui! My name is Rod, and Ready I like to party. to party! Cannes, c'est le temple du cinéma, mais aussi et surtout le temple de l'incruste.
Surtout lorsqu'il s'agit de récupérer des cartons pour les soirées les plus convoitées. Oui, on a beaucoup dit que les soirées cannoises, c'était un cliché. C'est vrai que même si on bosse beaucoup, parfois aussi, on va aller décompresser dans des soirées où les consommations sont gratuites et où les stars sont partout. Mais rentrer en soirée à Cannes, c'est toute une aventure. Et je vous propose d'écouter mon confrère Marc Aurel, pro de la gratte, qui a compilé en un seul soir un petit florilège de toutes ses pires astuces pour rentrer en soirée à Cannes. Donc je me suis mis en tête d'aller à la soirée Alpha. J'avais plusieurs personnes plus ou moins qui pouvaient m'aider, dont une cousine qui travaille dans l'alcool et qui du coup a pu se faire lister, mais qui me disait que ça avait été très difficile, qu'elle avait même pas la place pour le film et tout. Donc de ce côté-là, c'était mort. J'essaye au service de presse parce qu'on dit faut toujours tenter, hein, tu peux demander au service de presse, ils peuvent en avoir. Donc j'envoie un message complètement abusé sur le ton de la blague à une meuf que je connais et qui me répond juste t'es trop bizarre. Attends, est-ce que tu peux te dire quel message t'as envoyé quand même parce que... Salut, alors apparemment il y a Julia Ducorneau elle-même qui est venue déposer une invite pour moi, je peux venir la chercher. Réponse t'es trop bizarre, smiley qui pleure. Ce qu'il faut faire aussi pour les soirées films, c'est évidemment s'adresser au RP, donc aux attachés de presse qui s'occupent du film. Mais eux déjà c'est les derniers à avoir des places, donc déjà dans la chaîne alimentaire, ils sont tout en bas. Donc quand ils en ont déjà, ils vont les prendre. Donc je tire dans tous les sens. Et puis finalement, l'agent de Tahar Rahim, pour les noms intimes. Voilà, on s'entend bien, on se connaît bien. Il me trouve un carton. En tout cas, c'est très difficile de rentrer dans une soirée à Cannes. C'est tellement difficile que parfois même c'est décevant qu'on est dans la soirée. Mais c'est le meilleur moyen pour rencontrer les gens, rentrer dans des endroits qu'on ne connaît pas, connaître de nouveaux itinéraires et gagner un peu de confiance en soi. Et voilà. Donc c'est une expérience que je recommande absolument, même si 99% du temps ça n'est pas concluant. Essayez d'aller en soirée à Cannes. Tout le monde vous le dira, les soirées cannoises se ressemblent toutes et en vrai, le plus excitant, c'est souvent juste d'essayer de s'y incruster pour pouvoir repérer des potentielles célébrités. À Cannes, essayer de voir ou parler à des stars, c'est un sport à plein temps. Perso, j'ai connu assez peu de rencontres magiques à Cannes parce que je suis incapable de reconnaître qui que ce soit. C'est comme si j'avais un anti-radar. L'autre jour, j'étais au resto et mes potes m'ont dit « T'as pas vu que Linklater est passé juste à côté de toi ?» Et en fait, non, j'avais pas vu parce que j'étais très concentrée sur mes pattes. Donc voilà, souvent, quand il y a des stars, je les vois pas. Mais après plusieurs années de festival, tout le monde finit quand même par avoir sa petite anecdote. Il y a Rossi de Palma, par exemple, qu'on croise très souvent à la plage Magnum. L'année dernière, moi, je me suis aussi rendu compte à une soirée qu'il y avait Iggy Pop qui était assis dans un coin. C'était assez lunaire. Honnêtement, mes anecdotes de soirée sont pas si folles que ça, alors j'ai demandé à mes acolytes de m'en livrer quelques-unes. C'était ma première fête en festival quand je suis arrivé en 2012. Et un ami m'avait donné un plan pour aller à la fête de The Angel's Share de Ken Loach dans l'ancienne ville. Et il y avait tout son cast, et c'était pour la plupart des non-professionnels, qui étaient tous là aussi pour se bourrer la gueule, pour bien faire la fête, qui étaient hyper contents d'être à Cannes, tu vois. Avec l'acteur principal, Paul Brannigan, qui était là vraiment, un mec un petit peu sur les nerfs, j'ai trouvé, et qui venait peut-être d'un background un petit peu pas très cannois. On a dansé un petit peu ensemble, le mec, c'était sûrement son premier PD, tu vois, qu'il voyait. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon, ils vont pas mettre la chanson du film. Donc j'ai été voir le DJ et je leur ai demandé, mais il faut mettre 500 Miles de The Proclaimers. Et ils l'ont mise et franchement, mais ça a tout fait capoter. C'était génial. On a tous dansé. C'était fou. T'as hacké le DJ set en fait. Ouais, exactement. Et puis on est tous rentrés en ville ensemble, après la fête et c'était trop tôt le matin. C'était genre 5h du mat et tout. L'acteur principal qui était en kilt m'a flashé son cul pendant qu'on rentrait en ville. Et donc, c'était trop fan. Et puis, je suis rentré chez moi dans mon appart. Et puis là, j'avais vraiment envie de me foutre à l'eau et de me baigner. Et donc, j'étais à la plage à côté de chez moi. Et j'ai été me baigner à poil parce que j'étais complètement bourré. Et puis, quand j'étais dans l'eau, vraiment, j'ai vu tout le monde se ramener sur la plage, les cannois de service qui étaient là pour faire leur petite promenade avec le chien et tout. Et j'ai dû me sortir de l'eau à poil, je sais pas comment, en rampant, tu sais. Il y a très longtemps, à la semaine de la critique, il y avait une tradition qui voulait qu'un parrain accompagne tous les films pendant une journée. Et ensuite, il y avait la fête du parrain le soir. Et une année, en fait, Gaspard Noé, le parrain, s'est vu interdire l'accès à la soirée par le responsable de la sécurité. Ce à quoi un représentant de la semaine que je ne citerai pas, pour donner une leçon à l'individu,
a dit à Gaspard, bon, bah, on s'en va. Mais avant, il a embrassé le chef de la sécurité devant tous ces hommes. Et du coup, il était bien penaud après. Hein. Sinon, plusieurs fois à la fête de la semaine de la critique, on avait une playlist assez conventionnelle comme à la quinzaine. Et sur les coups de minuit, il y a quelqu'un qui s'empare des platines, c'est Céline Sciamma, et évidemment, tout le monde allait sur le dance floor, c'était flamboyant, voilà. Moi, ça m'est arrivé 2 fois de voir John Cameron Mitchell, le réalisateur, mixer à Cannes, et à chaque fois, c'était des très bons DJ sets. Vraiment, j'espère qu'il va continuer à le faire, parce que c'était trop cool. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 minutes. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? La déception de cette fin de festival, c'est The History of Sound d'Oliver Hermanus. C'était un des films les plus attendus de la compète. C'est l'histoire d'une romance entre 2 hommes sur fond de Première Guerre mondiale, 2 hommes passionnés par la musique qui vont essayer de récolter des chants traditionnels en parcourant les États-Unis pour créer une sorte d'archive musicale. Et ces 2 hommes sont incarnés par 2 des plus célèbres boyfriends de l'Internet, Paul Mescal et Josh O'Connor. L'attente était assez forte. Moi, j'avais beaucoup aimé le film précédent d'Oliver Hermanus, Living. Et là, j'ai trouvé ça d'une grande platitude. Déjà, quand un film s'appelle l'histoire du son et qu'il accorde au final une place assez faible à la musique et au son, et qu'il en parle avec assez peu de passion, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment eu l'impression que ça réussissait à nous communiquer toute la beauté de la musique. Bah, je trouve que c'est un problème. J'ai aussi trouvé qu'il y avait assez peu d'alchimie entre les 2 acteurs. Ils sont pourtant tous les 2 très talentueux et tous les 2 très beaux. Ça crépite pas entre les 2. Je crois pas vraiment à leur histoire. Et en fait, on est obligé de faire des parallèles avec d'autres grandes romances gays du cinéma. Certaines d'ailleurs dans lesquelles il y a certains de ces acteurs. Que ce soit Seule la Terre pour Josh O'Connor ou Sans jamais nous connaître pour Paul Mescal. Évidemment, on pense à la référence suprême des romances gays au cinéma, qui est Brokeback Mountain, qui est aussi un film d'époque, même si ça se passe à une époque différente. Mais ça se passe aussi dans une région rurale des États-Unis, avec 2 hommes qui vont se rapprocher en campant sous une tente. Donc forcément, on est obligé de comparer. Et là, j'avais un peu l'impression de regarder la version Lidl de Brokeback Mountain. Je dirais pas que c'est un mauvais film. Je pense qu'un dimanche soir au Cinoche, ça peut totalement faire l'affaire. Mais là, en fait, on a forcément un critère très spécifique à Cannes, qui est de se dire ce film est en compétition. C'est-à-dire qu'il est censé représenter, avec une 20aine de films, le meilleur du cinéma mondial. Et donc, en compétition, on va quand même beaucoup plus s'attendre à avoir des propositions assez uniques, assez nouvelles, des propositions terrassantes. Et là, j'ai vraiment pas trouvé que c'était le cas. Je pense que le film marchera, quoi qu'il arrive. Mais voilà, moi, j'en attendais beaucoup plus, à la fois pour un film qui parle de musique, pour un film queer, pour un film qui parle d'amour, pour un film mélancolique, pour un film qui parle de guerre, de santé mentale. Tous ces éléments-là auraient dû me plaire. Et en plus, en étant assez fatiguée et hormonale, j'ai tendance à pleurer devant tout, donc c'est pas très difficile de susciter une émotion chez moi. Et là, ça n'a pas marché, mes yeux sont restés complètement secs. Et comme vous le savez, il y a une pénurie de collyre sur la croisette, donc c'était vraiment pas le moment. J'avais très envie d'aimer, mais je suis restée complètement indifférente à The History of Sound. Pour moi, c'était clairement pas du niveau de ce que j'ai vu en compétition cette année ou les années précédentes. Et je trouve aussi que, pour revenir sur Alpha de Julia Ducournau, la critique a été très dure avec elle parce que les attentes étaient très fortes après sa Palme d'Or. Et j'ai entendu des phrases assez dures sur son film. Pour moi, en fait, Alpha, c'est quand même un film qui est unique à plein d'égards. Ça a suscité plein de questions et plein de réflexions, et je préférerais toujours un film qui peut avoir des aspects ratés, mais qui tente des choses un peu différentes et qui propose une vision vraiment singulière, plutôt qu'un film que j'ai l'impression d'avoir déjà vu 15 fois. Donc voilà, personnellement, j'ai choisi mon équipe. C'est le moment de vous parler de la projection la plus folle à laquelle j'ai pu assister cette année à Cannes. C'était sans doute la projection que j'attendais le plus. Et cette projection, c'était celle de Résurrection, de Big Anne. Et je pense qu'elle a été à la hauteur de mes attentes. C'est exactement pour ce genre d'expérience qu'on continue d'aller à Cannes malgré la fatigue. Big Anne, c'est pas un nom très connu du grand public et c'est clairement un cinéaste dont j'aurais jamais entendu parler sans le Festival de Cannes. C'est un jeune cinéaste chinois et moi je l'ai découvert pour son film précédent, Un grand voyage vers la nuit. Et c'était à l'époque où il y avait encore des files d'attente traditionnelles à Cannes pour aller voir les films. On réservait pas nos places à l'avance. Et donc à l'heure du déjeuner, j'ai croisé un pote, je lui ai demandé s'il voulait qu'on aille manger un morceau et il m'a dit « Ah bah non, là je vais voir un film chinois en 3D d'un réalisateur prodige ».
Et il m'a dit, franchement, je serai toi, je le raterai pas. Je ne connaissais absolument pas Bigan. Et j'ai dit, ok, j'ai 2 heures à tuer, vas-y, je te suis. Je me suis posée et effectivement, on nous a distribué des lunettes 3D à l'entrée, ce qui n'est pas un truc qui arrive très souvent à Cannes. Et en fait, au début du film, il y a un petit panneau qui nous dit « Vous saurez à quel moment vous devrez mettre vos lunettes 3D pendant le film ». Il y a une scène dans laquelle le personnage s'installe dans un cinéma et il enfile des lunettes 3D. Donc là, tout le monde comprend dans la salle qu'on doit faire pareil que lui. Et à partir de ce moment-là, tout le film est en 3D et il y a notamment un plan séquence d'une 50aine de minutes, il me semble, qui démarre, si mes souvenirs sont bons, sur une tyrolienne. Et je me suis endormie juste avant parce que, vous l'avez compris, à Cannes, on dort devant les films. Et c'est un film qui est vraiment avec très peu de dialogue, qui est extrêmement contemplatif, avec un rythme assez lent. Donc j'ai roupillé un petit peu et puis je me réveille et là, je suis sur une tyrolienne en 3D. C'était une des expériences de visionnage les plus hypnotiques et les plus belles et les plus singulières que j'ai vécues de ma vie. Je suis sortie de cette projection complètement renversée, émerveillée. Et depuis, j'attendais qu'une chose, c'était de voir ce que Bigan ferait ensuite. Donc là, quand il a été sélectionné en compétition pour la première fois, j'attendais énormément la séance. Je voulais savoir si j'allais revivre quelque chose d'aussi fort. Il y a eu une flopée de Raoul déjà au début de la séance. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très hypés comme moi. Et c'est un film, encore une fois, d'une beauté complètement folle. Plus tôt dans le podcast, je parlais de Joachim Trier et de l'humilité de Sentimental Value qui m'a beaucoup touchée. Là, on n'est pas du tout sur le même registre. Bigan, c'est clairement un gros frimeur. Et il a raison de se la péter parce qu'il est très talentueux. Il nous montre tous les outils qu'il a dans son arsenal. C'est un film qui est assez difficile à résumer parce que c'est vraiment une expérience sensorielle et technique plus qu'une histoire linéaire. Le pitch qui nous est annoncé au début du film, c'est que tout ça se déroule dans un monde où les humains ne savent plus rêver. Et on va suivre un personnage qui est un peu coincé entre l'illusion et la réalité. Et on va le suivre à travers différents rêves, différentes séquences. Et donc différentes histoires, en fait. C'est un peu des récits qui ont plein de résonances thématiques entre eux, mais qui sont aussi très distincts. Donc comme vous le voyez, c'est assez abstrait. Forcément, on pense à Lynch parce qu'on ne peut pas parler d'onirisme au cinéma sans penser à Lynch. Visuellement, dans la technique, dans l'approche de la narration, ça peut un petit peu rappeler les moments les plus surréalistes de Twin Peaks The Return, par exemple. Mais Bigan a vraiment une identité propre. Et je dirais que, contrairement à l'œuvre de David Lynch, qui reste toujours assez mystérieuse, là, le propos est très très clair. Ce film Résurrection, c'est une ode à la beauté du cinéma, à la capacité du cinéma à nous faire rêver. Et donc, qui va être construit comme une succession d'hommages cinématographiques. On commence, comme je vous le disais, avec pas mal de frimes, avec une séquence de 20 minutes de cinéma muet, qui est déjà sublime puisqu'il y a un jeu sur le relief, il y a des décors en 2 dimensions, un jeu sur les lumières, sur le grain de l'image. Et à partir de là, on va traverser différents rêves et donc divers paysages, diverses époques, à chaque fois d'une beauté assez époustouflante. Il y a encore, comme dans Un grand voyage vers la nuit, un très long plan séquence qui dure 30 minutes, selon un confrère qui a consciencieusement chronométré. D'ailleurs, à la fin de ce plan séquence, la salle a applaudi spontanément parce que c'est tellement impressionnant techniquement. Et ça fourmille d'hommages et de références à des grands classiques du cinéma. Ça va de Méliès à Nosferatu de Murnau, à Halloween, en passant par De Palma, Titanic, Scorsese, les films de casse, les films d'action, la romance. À tous les coins de l'écran, il y a des références en permanence. Donc pour moi, c'est une invitation à vouloir découvrir plus de recoins du cinéma. Donc je pense que oui, le film peut être difficile ou excluant dans sa narration, puisque c'est pas une narration conventionnelle. On suit pas une histoire particulièrement classique. Mais c'est une expérience en fait. On parlait il y a quelques épisodes du film de Vibes. Alors là, c'est le film de Vibes pour les dominer et les rassembler tous. En fait, c'est un film qui réinterprète l'histoire du cinéma et des grands classiques du cinéma, un peu comme les rêves réinterprètent nos préoccupations et nos journées quotidiennes. C'est très expérimental sur la forme, sur le récit. C'est d'une grande poésie, mais il y a aussi de l'humour. C'est clairement pas un film qui plaira à tout le monde. Ça ressemble à rien d'autre. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je complimente mes films préférés, mais c'est quand même un film qui est extrêmement singulier. C'est très lyrique, ça dure 2h40, je n'ai pas vu le temps passer. Les films de Bigan sont écrits et construits pour nous plonger dans un état hypnotique, un état de transe, voire un état de somnolence assez agréable. Le fait qu'il soit programmé à 22h faisait douter pas mal de monde, mais je trouve que ça fonctionne très bien parce que on était tout de suite dans cet état de fatigue un peu second, qui permet de créer une expérience vraiment unique de visionnage. Et ce qui est marrant, c'est que il y a toute une séquence qui est juste rythmée par des bruits de ronflement.
Et le monsieur qui était assis à côté de moi a ronflé pendant une grosse partie du film parce qu'il tenait plus. Et donc voilà, ça a créé une espèce de dialogue entre mon expérience du film et le film lui-même qui était assez unique. C'est pour ça que je vous parlais de projections vraiment mémorables, c'est-à-dire que des moments comme ça, on les vit vraiment que à Cannes. C'était une expérience complètement folle et je pense que en tant que critique ciné, on voit évidemment beaucoup de films toute l'année. On a peut-être du coup plus de mal à être surpris que quelqu'un qui ira voir 4 ou 5 films en salle dans l'année parce qu'on a l'impression de voir parfois les mêmes récits, les mêmes codes, les mêmes images et donc on peut devenir peut-être un peu blasé. Et je pense qu'on vient aussi à Cannes ou dans des grands festivals pour avoir ce genre d'expérience un peu pure qui va nous transcender, qui va nous emmener plus loin que la plupart des autres films qu'on voit. Le problème, c'est que comme souvent quand je vois ce genre de film, après j'ai pas du tout envie de dormir. Donc je suis sortie à 00h45 et en fait j'avais envie d'en parler. Donc j'ai pas réussi à me coucher avant, je pense 2 ou 3 heures du mat parce que je cogitais et que j'avais envie de parler de ce film. Franchement, finir un festival avec autant d'expériences de visionnage si fortes, c'est vraiment très chouette. Je suis passée un peu par tous les états pendant ce festival. J'ai été très fatiguée, très frustrée. Il y a des moments où je me suis dit, mais il est bizarre ce Cannes. Il y a des moments où je me suis dit, mais j'aime rien. Enfin, tout est bien, mais rien n'est génial. Et puis là, voilà, j'arrive en fin de festival avec quand même énormément de très bons films dont j'ai envie de reparler. Donc je suis plutôt comblée. Je voulais finir avec un petit point camaraderie. Ce qui permet de survivre dans les festivals et ce qui rend les festivals de cinéma si forts en émotion, c'est évidemment la beauté des films, mais c'est aussi les gens avec qui on les partage. Vous avez pu entendre pas mal de mes camarades au cours de ces 6 derniers épisodes. Et en fait, mes expériences de Cannes ont énormément changé au fil des années à force de rencontrer de nouvelles personnes avec qui je partage les films. Je ne reçois jamais autant de messages que quand je suis à Cannes ou à Venise, mais surtout à Cannes, je pense que je reçois vraiment 500 textos par jour, parce qu'on est tous en train d'échanger sur les films, on est tous en train de se donner rendez-vous à un point ou à un autre pour faire des débriefs, pour prendre un café, pour manger une glace, pour se soutenir. L'autre soir, j'étais à une soirée et quelqu'un du groupe que je ne citerai pas a dit « Je vous préviens, je vais sans doute me mettre à pleurer à un moment, c'est juste parce que je suis fatiguée, mais vous inquiétez pas, tout va bien. » Et on lui a fait un gros câlin. On se réserve souvent des places dans les salles de projection quand on sait que quelqu'un va arriver en retard. Moi, je pense que je suis à la fois la meilleure et la pire version de moi-même en festival parce que je suis extrêmement fatiguée, que je peux donc être très sèche, désagréable, stressée. Quelqu'un me parle et en fait, je suis pas en train d'écouter parce que je suis en train de penser à mon article d'après. Et malgré tout, ça crée un sens de communauté hyper fort de partager ça avec un groupe. J'ai créé des amitiés assez folles grâce au festival ces dernières années. Je suis toujours très contente de retrouver des gens que je ne vois qu'en festival. Et voilà, même si y a des jours plus difficiles que d'autres, je pense que ce Cannes a encore été assez merveilleux grâce à tous les amis avec qui je l'ai partagé. Ils se reconnaîtront évidemment. Il y en a que vous avez entendus dans ces 6 derniers épisodes. Il y en a d'autres qui sont plus discrets et que vous n'avez pas entendus. Il y a aussi Aurélie qui a monté et produit ces épisodes depuis Paris et que j'ai entraîné pour la première fois dans la folie cannoise. Donc je voulais aussi la remercier parce qu'elle a bossé comme une malade sans être à Cannes, donc sans avoir le plaisir de voir la plage en plus, pour pouvoir vous préparer ces épisodes au plus vite. Cannes, vous l'aurez compris, c'est d'une intensité assez difficile à décrire et une des grandes raisons pour lesquelles on continue à aimer ça, c'est pour toutes les rencontres qu'on fait. Voilà, je me transforme en Édouard Baird dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Donc je vais m'arrêter là. Et voilà, je fais une petite dédie sentimentale à tous les gens qui permettent de rendre ce festival très chouette d'année en année et qui me supportent malgré toutes mes crises d'angoisse et mes tirades surcaféinées. Parce que ça, pour le coup, c'est une vraie mission impossible. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci à Vicky Krieps, Anna Cazenave-Cambé et Nadav Lapide d'avoir répondu à mes questions. Merci à Marc-Aurèle Garot, Michael Guénam et Caspar Salmon pour leurs anecdotes de soirée. La musique de Love Me Tender, que vous pouvez entendre dans cet épisode, a été composée par Maxence Dussert. Ne vous inquiétez pas ou désolé, mais ce podcast n'est pas fini. On se retrouve dans 2 jours avec un épisode bilan dans lequel je reviendrai sur le palmarès qui va être décerné ce soir et peut-être quelques derniers coups de cœur, puisqu'au moment où j'enregistre, il me reste encore les 2 derniers films de la compétition à voir. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner.
Sur ce, je vais aller m'enfiler un énorme plat de pâtes. Salut! Et au fait, je t'ai pas dit? Ouais? Anaïs, elle se fait des films! Mais non!